Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Belkhadir pour l'invitation et c'est toujours un honneur pour moi d'être parmi vous et j'aurai le plaisir de donner des nouvelles recommandations de la prise en charge thérapeutique des diabètes de type 2. Lorsqu'on parle de la prise en charge thérapeutique de diabète de type 2, on met l'accent sur une approche qui est très globale, très holistique, une approche qui est centrée sur le patient, une approche qui prend en considération le contrôle glycémique, aussi le contrôle pondéral. On sait que c'est un levier majeur dans la prise en charge thérapeutique de diabète de type 2. Bien évidemment, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire et la protection cardio-rénale. Ceci pour prévenir les complications et aussi pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Sur le plan pratique, il y a des grandes lignes qui doivent être appliquées. Tout d'abord, une évaluation initiale qui va nous permettre de fixer des objectifs éducatifs et thérapeutiques très spécifiques et très individualisés avant de proposer une prise en charge thérapeutique adéquate basée sur les mesures régionodépétiques, le changement de mode de vie et aussi le traitement pharmacologique. L'évaluation initiale est une étape tellement importante et c'est la première étape de toute prise en charge thérapeutique de diabète de type 2. Il va nous permettre d'évaluer bien comme il faut notre patient, de chercher s'il présente des complications dégénératives, s'il présente d'autres comorbidités associées. C'est le moment aussi d'évaluer le statut rénal, le statut cardiovasculaire et aussi c'est le moment de donner le temps pour comprendre ce que le patient comprend et comment il vit avec sa maladie, comment il vit avec son traitement. C'est le moment d'élaborer un bon diagnostic éducatif qui est le point de départ de toute éducation thérapeutique. Évaluation des risques cardiovasculaires est tellement importante. Il y a beaucoup de recommandations et les deux sociétés savantes, la SFD et la SFC, ont élaboré cet algorithme de stratification de risque cardiovasculaire qui est très clair et très pratique en trois étapes. Alors, la première étape consiste à identifier les patients qui remplissent les critères de très haut risque cardiovasculaire. Et c'est l'encadré en rouge. Alors, la présence d'un seul item suffit pour classer le patient à très haut risque cardiovasculaire. La deuxième étape consiste à identifier les patients suspects à haut risque cardiovasculaire du fait d'une durée d'évolution de diabète assez longue ou de la présence des facteurs de risque cardiovasculaire non contrôlés ou de complications micro-angiopathiques. Alors là, il faut deux items pour classer le patient à haut risque cardiovasculaire. Alors, la troisième étape consiste à mesurer le score calcique coronaire chez les malades à haut risque. Cette mesure de score calcique va nous permettre de reclasser le patient en fonction de la valeur de ce score, soit en risque modéré, en haut risque ou en très haut risque coronaire. Et par la suite, on sait que le dépistage de la maladie coronarienne silencieuse n'est indiqué que chez les malades à très haut risque. L'insuffisance cardiaque est une complication fréquente chez nos malades diabétiques. Et puis, on sait très bien que cette complication est restée pendant longtemps sous-diagnostiquée et un problème de dépistage. Et c'est un sujet qui a été très bien discuté ces dernières années. Le premier 6, nous avons eu le consensus de l'ADA concernant l'insuffisance cardiaque et le diabète de type 2. Et ici, les recommandations se positionnent pour la demande des biomarqueurs spécifiques pour le dépistage de l'insuffisance cardiaque chez des patients qui sont asymptomatiques
et qui présente des facteurs de risque d'insuffisance cardiaque ou des anomalies à l'ECG ou à l'ETT. Alors, l'objectif, c'est de diagnostiquer l'insuffisance cardiaque à un stade précoce, un stade asymptomatique, pour pouvoir proposer éventuellement un traitement adéquat et pour pouvoir aussi éviter une évolution vers l'insuffisance cardiaque avérée, symptomatique. Alors, nous avons compris que cette évaluation initiale va nous rendre énormément de service. Tout d'abord, pour définir des objectifs éducatifs et thérapeutiques, glycémiques et aussi des objectifs pour chaque facteur de risque cardiovasculaire. L'évaluation initiale va nous permettre d'identifier des patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire, des patients qui doivent bénéficier d'un dépistage de la maladie coronaire silencieuse. Et en plus, cette évaluation va nous permettre de choisir des thérapeutiques adéquates chez des malades qui sont à haut risque cardiaque ou rénal. Après cette évaluation, des objectifs importants. Ce sont des objectifs qui doivent être vraiment individualisés. Et c'est très classique de parler d'un objectif d'hémoglobine glyquée inférieur à 7% chez la plupart et la majorité des patients diabétiques de type 2. Par contre, ça peut faire mieux. Et si on donne des thérapeutiques qui n'exposent pas à un risque d'hypoglycémie, on peut aller jusqu'à un taux d'hémoglobine inférieur à 6,5. Et puis, il y a dans d'autres situations, lorsqu'on est devant des personnes fragiles, des personnes à risque hypoglycémique, des personnes qui présentent une morbidité ou insuffisance rénale sévère, alors là, il faut être moins exigeant, moins hétérogène et déplacer le curseur un petit peu vers le haut. Après les objectifs, on parlera des mesures régionales diététiques. Un petit mot sur la diététique et sur le régime méditerranéen qui a montré un très haut niveau de preuves concernant la protection cardiovasculaire. Alors, la nouveauté concerne les patients en prévention secondaire. Alors, cet essai contrôlé randomisé, publié il y a presque un mois, montre une réduction significative de critères de jugement principal qui est l'IDM, l'AVC, la revascularisation, la maladie artérielle périphérique et le décès cardiovasculaire chez des malades sous régime méditerranéen versus le groupe contrôle. Et c'est le premier essai contrôlé randomisé réalisé chez des patients en prévention secondaire. Activité physique et diabète de type 2, l'efficacité elle est tellement confirmée aujourd'hui, mais c'est important d'expliquer aux patients cette efficacité sur le plan métabolique, sur le plan glycémique et aussi sur la prévention et la protection cardiovasculaire. Alors, la baisse d'hémoglobine glyquée peut arriver jusqu'à une réduction de 0,89%, ce qui se rapproche de plusieurs molécules et traitements pharmacologiques. Et c'est une efficacité qui est indépendante de la nutrition et de la perte du poids, à condition, bien sûr, que cette activité soit vraiment régulière et continue et structurée. Après, pour parler du traitement pharmacologique, il y a beaucoup de recommandations et nous avons eu en fin d'année 2021 la prise de position de la Société francophone du diabète. Et il y a eu quelques changements par rapport à la version de 2019. Alors, tout d'abord, on voit que le titre a changé et ils ont remplacé prise en charge médicamenteuse de l'hyperglycémie par les stratégies d'utilisation des traitements anti-hyperglycémiants dans le diabète. Bien évidemment, on comprend pourquoi, étant donné que la prise en charge thérapeutique ne concerne pas l'hyperglycémie, mais aussi les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et on s'est détaché un petit peu de ce contexte glycocentrique. Alors, la deuxième nouveauté concerne les malades qui sont en situation particulière,
qui présentent une maladie athéromateuse avérée, une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque. Alors, ce n'est pas nouveau peut-être de donner une priorité pour les molécules qui ont prouvé un niveau élevé de protection cardio-rénale. C'était nouveau peut-être il y a 4 ou 5 ans, mais ici, il précise que en cas de maladie athéromateuse avérée, oui, c'est un choix entre les inhibiteurs de SGLT2 et les agonistes de GLP1. Et concernant les patients qui ont une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque, c'est une place privilégiée pour les inhibiteurs de SGLT2 en association avec la metformine et les mesures hygiéno-diététiques, indépendamment des taux d'hémoglobine glyquée. Mais lorsque ces molécules sont contre-indiquées ou non tolérées, alors on laissera la place aux agonistes des récepteurs de GLP1. Mais cette fois-ci, il précise qu'il faut donner ces molécules si le taux d'hémoglobine glyquée dépasse l'objectif individualisé pour chaque patient, et ce n'est pas indépendamment de l'hémoglobine glyquée, parce que pour la SFB, il estime qu'il n'y a pas assez de preuves pour donner ces molécules indépendamment des taux d'hémoglobine glyquée. Alors, un autre changement concerne les patients en situation commune, âgés de moins de 75 ans, avec IMC moins de 35, en absence de tous maladies athéromateuses, insuffisance cardiaque ou maladies rénales chroniques. En 2019, c'était une place privilégiée des inhibiteurs de DPP4 après metformine. Et en 2021, nous avons le choix entre 3 thérapeutiques en fonction des profils de chaque patient, et puis les sulfamides et la place des sulfamides est en dernier. Alors, 2022 propose un algorithme de prise en charge qui ressemble beaucoup à celui de 2021. Il y a en fait quelques petits changements. Alors, ça concerne les malades qui présentent un haut risque cardiovasculaire ou une maladie athéromateuse avérée, maladie rénale chronique ou insuffisance cardiaque. Bien sûr, c'est une place des inhibiteurs de SGLT2 ou les agonistes de récepteurs de GLP1, mais elle précise que c'est bien sûr indépendamment de taux d'hémoglobine glyquée, ce n'est pas nouveau, mais en association ou en absence d'association avec la metformine. Alors, un autre petit changement concerne la particularité des patients qui sont en insuffisance cardiaque. Là, c'est quelle que soit la fraction d'éjection, alors que dans la version 2021, c'était juste pour les patients qui avaient une fraction d'éjection basse inférieure à 40%, étant donné que, bien sûr, ces molécules ont montré l'efficacité aussi chez les malades qui ont une fraction d'éjection conservée. Et je rappelle aussi que chez nous, au Maroc, il n'y a pas d'AMM toujours pour les malades diabétiques de type 2 qui ont une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée. Alors, les patients qui ont une maladie rénale chronique, c'est une place privilégiée pour les inhibiteurs de SGLT2 en première intention. Et par contre, pour les malades qui ont une insuffisance rénale sans microalbuminurie, sans protéinurie, c'est un choix entre les deux, entre les agonistes de GLP1 et les inhibiteurs de SGLT2. Alors, en situation commune, c'est-à-dire en absence de ce risque cardio-rénal, on va regarder la préoccupation majeure de notre malade. Si notre malade est à haut risque d'hypoglycémie, on va donner la priorité pour des molécules et des classes thérapeutiques qui n'exposent pas au risque d'hypoglycémie. Si notre patient est obèse ou en surpoids, on va donner des thérapeutiques qui ont montré un bénéfice pondéral. Et puis, s'il y a un problème de coût qui se pose, on voit qu'ils ont placé ici l'insuline au même pied d'égalité avec les sulfamides et les glutazones. Nous avons eu aussi un nouveau consensus de l'ADA-CADICO. Alors, les deux sociétés savantes se sont mis d'accord sur un algorithme de prise en charge des patients diabétiques de type 2 ou de type 1 avec une maladie rénale chronique. Alors, on voit clairement qu'elle propose ici, en première ligne, en association avec les mesures hygiéno-diététiques et le changement de mode de vie, 4 classes médicamenteuses d'emblée.
Alors, ça concerne pour le risque rénal, les inhibiteurs de SGLT2 et les bloqueurs de système rénine-angiotensine. Et puis, pour le diabète, il y a la metformine en absence de contre-indication et les statines. Et puis, en deuxième ligne, nous avons les agonistes récepteurs de GLP-1, étant donné que les patients diabétiques avec maladie rénale chronique sont des patients à haut risque cardiovasculaire. Et puis, en deuxième ligne aussi, il y a la place des antagonistes non stéroïdiens des récepteurs de minéralocorticoïdes qui ont montré un haut niveau de protection rénale. Alors, le même consensus ADA concernant le diabète et l'insuffisance cardiaque. Maintenant, le volet thérapeutique, il précise que voilà, les inhibiteurs de SGLT2 doivent être instaurés dès le stade précoce d'insuffisance cardiaque, le stade B, chez des patients asymptomatiques pour éviter le passage vers le stade avéré, d'insuffisance cardiaque avérée. Et puis, il précise aussi qu'il y a des thérapeutiques qui doivent être évitées chez ces catégories de patients. Alors, bien évidemment, les glitazones qu'on n'a pas au Maroc, mais on a aussi des malades diabétiques sous glitazone qui sont suivis ailleurs et qui prennent le glitazone. Donc, il faut être vigilant par rapport à ce point-là. Les sulfamides, vu le risque d'hypoglycémie, ce sont des thérapeutiques qui doivent être limitées. Et aussi certains inhibiteurs de TPP4, surtout la saxagliptine, vu l'incidence élevée d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque qui était confirmée dans l'essai Savortini. Alors, j'arrive à la fin de la présentation et je dis que la diabétologie ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup de thérapeutiques qui ont été développées. Nous aurons prochainement peut-être le double agoniste GLP-1-GIP qui a montré jusque-là une très bonne efficacité sur le plan glycémique, une très, très bonne efficacité aussi pondérale. Et on verra son profil de protection cardiovasculaire. On verra aussi comment il va se positionner dans les prochains algorithmes de prise en charge thérapeutique de diabète de type 2. Il y a aussi deux molécules agonistes de GLP-1 forme orale et aussi les doubles et les triples agonistes GLP-1. Beaucoup de nouveautés concernant aussi l'insulinothérapie avec le développement d'une insuline qui a une durée de vie très longue, une semaine, une seule injection par semaine. Le projet de l'insuline orale aussi qui n'est pas totalement abandonné. Il y a eu des études de phase 3 dont les résultats vont être publiés en 2023. Et puis, les études phase 2 parlent d'une réduction d'hémoglobine glyquée de 0,5 à 0,7%. Ce sont des études faites chez les personnes diabétiques de type 2 avec des fortes doses d'insuline, étant donné la biodisponibilité faible de l'insuline orale. Un projet tellement intéressant de l'insuline intelligente ou insuline smart, qui est une insuline couplée à une molécule qui détecte le niveau de la glycémie et qui sécrète l'insuline en fonction de la glycémie. Il y a toujours des études qui sont réalisées chez l'animal. Alors, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour répondre à vos questions.